Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais on entend parler de l'ordre des médecins, on entend parler des différents ordres qui puissent exister. Et quand bien souvent je leur parle de l'ordre des pharmaciens, ils me disent « Ah bon, aussi ?» Eh bien, j'ai oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, on va présenter qu'est-ce que l'ordre des pharmaciens. Ce sont des organismes qui sont là pour encadrer une profession. Donc, l'ordre des pharmaciens est bien sûr régi par un ensemble de règles qui sont inscrites dans le Code de la santé publique, avec des missions essentielles d'ailleurs, dans un des articles du Code qui prévoit que l'ordre a pour mission de veiller aux devoirs professionnels, à la défense de l'honneur et de l'indépendance, à l'information et au conseil, et à participer au système de santé, et tout ça dans une perspective de santé publique. Donc c'est un peu l'image il y a le serment d'Hippocrate pour les médecins, c'est un peu dans cette image-là, il y a en fait, un certain serment. Est-ce qu'un pharmacien, devant l'ordre, rend un serment ? Prononce un serment. Alors, au moment de la soutenance de thèse, on lit effectivement notre serment et donc ça nous engage sur notre avenir. Et de toute façon, effectivement, nous sommes soumis à des règles. Donc, bien sûr, les règles de déontologie. Comme les médecins, on a des articles du Code de déontologie et puis les règles du Code de la santé publique de façon plus large. Le Code de la santé publique est un gros bouquin dans lequel on a tous les articles qui prévoient nos obligations à respecter. Et en plus, aujourd'hui, on essaie de nous en mettre un peu plus, notamment, on en parlera de la loi HPST. Voilà, mais l'ordre est là pour veiller au respect bon fonctionnement des règles. Il y a 7 sections de l'ordre qui représentent chaque section représente un métier. D'accord. Donc vous avez la section A à laquelle j'appartiens puisque je suis pharmacien d'officine en activité, oui. Pharmacien titulaire d'officine. Après vous avez la section B pour les laboratoires, les fabricants de médicaments. La section C pour les grossistes répartiteurs. La section D pour les pharmaciens adjoints, donc nos confrères qui nous assistent dans nos officines, qui sont salariés de l'officine mais qui travaillent en officine. Donc, oui. J'en étais à D. C'est les territoires d'outre-mer. Donc, les pharmaciens qui exercent dans les territoires d'outre-mer sont tous, pour le coup, alors là, c'est la seule partie qui est régionalisée, si je puis dire. Ensuite, vous avez G. G, c'est... Avant, on avait le F. Non, il n'y en a plus. Il y a eu des modifications. Donc, on passe directement au G pour les biologistes. Alors, G et H, la dernière, d'ailleurs, section qui a été créée pour les hospitaliers. Donc, seule la section A, à laquelle j'appartiens, est régionalisée, si on peut dire, puisqu'en fait, toutes les autres sections, elles sont à Paris uniquement, et A une représentation régionale. Donc moi, je suis présidente de la région Lorraine. On a un bureau, c'est la seule section pour laquelle il y a une représentation en région. Et il n'y a pas de représentation en département. D'accord. Alors, je présume que vous travaillez, il y a des dossiers transversalement parce que ce qui touche la section A, par exemple, là, vous me disiez des pharmaciens d'officine. Et si je prends, par exemple, en milieu hospitalier, eh bien, dans la section H, à ce moment-là, ça peut les contacter, ça peut les... Oui, on travaille ensemble. Et puis, de toute façon, le Conseil national chapeaute. C'est un système hiérarchique. Il y a un président pour chaque section. Tous les présidents se réunissent régulièrement. On a des représentants de chaque section qui sont élus au Conseil national, donc qui lui rassemblent. Et bien sûr que tout ça travaille ensemble. Alors, effectivement, en région, quand il y a besoin d'avoir une représentation, moi, j'ai délégation pour représenter aussi les hospitaliers de notre région. Mais c'est quand même pas la même chose que, par exemple, le président de l'ordre du département pour les médecins, qui, lui, représente l'ensemble des médecins, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient biologistes. C'est pas le cas chez nous. Alors, moi, je prends sur certains ordres, comme par exemple l'ordre des médecins. Pour beaucoup de patients, beaucoup de personnes, ils se disent oui, mais c'est la loi, c'est eux qui font la loi, c'est eux qui organisent tout. Mais non, c'est exactement la même image, c'est-à-dire que l'ordre des pharmaciens est là pour appliquer la législation, vérifier les bonnes conditions derrière. Alors, ceci dit, les ordres professionnels... Mais peut apporter aussi ses idées. Absolument. Les ordres professionnels sont là pour impulser des modifications de législation, pour proposer des textes de loi, des textes de modification pour s'adapter à l'évolution des métiers. Et bien sûr qu'on travaille de façon étroite avec le ministère de la Santé, notamment,
sur ces questions-là, bien sûr. Et les ARS, on en parlera aussi. Vous étiez d'ailleurs en réunion hier sur les problématiques des désertifications médicales. Ouais. On va pouvoir en parler. Alors, est-ce que l'ordre des pharmaciens peut être amené, je veux dire, à sanctionner ? Oui, parce que alors donc en fait finalement comme nous n'avons pas de représentation départementale et régionale, on fait à la fois ce que fait un conseil départemental et ce que fait un conseil régional, par exemple de médecins ou chez les dentistes. Donc on fait à la fois de l'inscription à l'ordre, puisqu'en fait les ordres professionnels sont là pour veiller à l'inscription des pharmaciens et donc des professionnels en activité. N'importe qui ne peut pas exercer la pharmacie en France, donc on encadre et c'est l'inscription au tableau de l'ordre qui est là pour le régir. Et donc effectivement, on fait ceci, nous, en région, alors que chez les médecins, par exemple, c'est plutôt le département. Et puis, on a aussi le rôle d'un régional, c'est-à-dire, effectivement, la procédure disciplinaire, c'est-à-dire cette procédure qui consiste à sanctionner un confrère lorsqu'on est saisi d'une plainte à son encontre, une plainte qui peut émaner d'un particulier, d'un médecin, d'un pharmacien, de n'importe qui aurait des griefs à l'égard de ce praticien. Donc, aujourd'hui, un particulier peut saisir l'ordre. Oui. Alors, donc je reçois également aujourd'hui le président, on va revenir sur l'ordre justement des pharmaciens, mais aujourd'hui donc on reçoit également le président de l'association des maires ruraux. On connaît très bien, je veux dire, c'est l'association des maires de France en général, mais est moins connue l'association des maires ruraux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Monsieur Néo Bazarin, je suis très content de pouvoir vous accueillir pour en parler. Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette association. Parce qu'on va voir, parce que vous travaillez aussi avec d'autres organismes comme l'Ordre des pharmaciens, entre autres, où vous essayez les mois, parce que c'est pas évident. Dites-moi alors, comment que ça se passe ? Comme vous dites, c'est pas évident, mais il est vrai que l'Association des maires ruraux de France a vu le jour il y a 50 ans, à Lyon, par Paour, qui a monté cette association quand, disons, le gouvernement à l'époque voulait supprimer les communes rurales. Donc les communes rurales, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Un coup de sang, on a monté une association. Donc moi, ça fait 10 ans que je préside l'association du département 54, où on était une cinquantaine d'adhérents, et maintenant on est à peu près 120, 130. D'accord. Donc vous voyez l'importance de mes collègues ruraux qu'on a vu avec cette association, parce que cette association, moi je fais partie des deux, c'est-à-dire que je fais partie également de l'AMF. Je fais partie du bureau de l'AMF, on travaille en excellente collaboration ensemble, mais on n'a pas les mêmes sujets. C'est-à-dire que l'AMF est dirigée par, je dirais, des urbains. Oui. Donc les sujets que nous rencontrons, nous, dans les communes de moins de 3500 habitants, on les oublie, parce qu'il est vrai que un pôle, c'est beaucoup plus important. Une grande ville, c'est plus important. Ça représente beaucoup plus de monde, beaucoup plus de voix. C'est certain qu'il vaut mieux satisfaire ce côté-là. Par contre, nous, maires ruraux, on est là pour arriver à défendre toutes les communes rurales, notamment en ce qui concerne la désertification des médecins, parce que ça, c'est quelque chose que nous avons à cœur. On en a de plus en plus, des soucis dans ce sens-là. Oui. Bon, j'ai mon collègue de Moselle, où ils ont eu énormément de soucis pour arriver à avoir une garde de médecins la nuit. Oui. Et pour mettre en place, nous l'avons Alors que nous sommes, si je me permets de vous couper, nous ne sommes pas les départements ni la région Lorraine la plus touchée. Parce qu'on parlait, en préparant l'émission, on voit par exemple la Creuse, on voit l'Auvergne, on voit des zones comme ça, même le centre de la France, qui sont des régions qui souffrent énormément. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vrai. C'est ce que nous avons constaté, puisque nous sommes... l'avantage des maires ruraux, c'est que nous nous réunissons à peu près 3 fois par an, toute la France, en bureau ou en assemblée générale, et on échange des problèmes qu'on peut avoir, on essaye de trouver des solutions, d'apporter des choses. C'est quand même le rôle de défendre le rural. Le rural. Bon, aujourd'hui, dans nos communautés de communes qui se regroupent, ça pose d'autres problèmes. Donc on a des communautés de communes qui ne sont plus que rurales. Moi j'en fais partie d'une, avec un avantage, le plus gros village ne fait que 1200 habitants. Ah oui. Donc vous voyez que là, on est réellement rural. Pour un bassin de vie d'à peu près combien ? 10 000. 10 000 habitants. Donc, 10 000 habitants, 1500 la plus grosse commune. Voilà. Et combien de communes en tout ? 19. 19 communes et 19 communes rurales. Oui. Donc on défend que du rural. Bon, par contre, on est aux alentours de Nancy et on travaille énormément avec l'urbain. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des conventions qui se mettent en place sans problème. Ça fonctionne très très bien, notamment pour les pharmaciens, notamment pour les médecins, pour les choses de ce style, puisque on ne peut pas avoir tout sur notre communauté de communes.
mais on arrive à travailler dans de bonnes collaborations quand on est autour de la table et qu'on a les mêmes idées, les mêmes choses. Et ça, je dois avouer que moi, je me bats depuis 10 ans avec mes collègues ruraux pour arriver à avoir de plus en plus de facteurs et de discussions avec les villes. Avec les villes mais travailler dans bonne collaboration. Oui. Alors, justement, moi, si je vous pose la question, pour vous, qu'est-ce que ça représente, la désertification médicale ? Alors, disons que personnellement, sur mon secteur, comme vous le disiez très justement, le département de Meurthe-et-Moselle est pas mal servi. Moi, je suis bien servi, je dirais, puisque nous avons deux maisons, enfin 2 regroupements. Alors, ce que j'ai vu venir sur mon secteur et qui peut servir d'exemple, c'est que les médecins se sont mis ensemble. Oui, ils se sont regroupés pour arriver à réduire les frais d'accueil, les frais de prise de rendez-vous, de ce style-là. Déjà, d'une part, ils ont arrivé à se mettre ensemble. C'est-à-dire que maintenant, les cabinets sont au minimum 2. Oui. 2 ou 3. Donc, ce qui pose un avantage. Mais ça, c'est privatif, c'est le regroupement privatif. C'est du privatif. Parce qu'on parlera des pôles de santé, mais qui sont financés avec des fonds publics. Là, c'est pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil. Je pense que les pôles de santé, il y a un travail à faire énorme dans la campagne, mais il faut surtout faire attention où on le met, ne pas le mettre n'importe où. Oui. C'est le côté du passage, du transport, parce que à la campagne, notre problème qu'on va rencontrer le plus possible, c'est le transport. Les personnes souffrantes sont à mobilité difficile, je dirais, donc il faut absolument qu'on ait un système de transport. Donc un pôle de santé doit être dans un lieu de passage, dans un lieu facile d'accès, proche, différent d'une pharmacie, proche de différents services de la santé qui doivent regrouper le plus possible pour apporter ce pôle-là. Moi, je citais hier soir, nous étions en réunion également, parce qu'on ne fait que ça en ce moment, je citais l'exemple de l'école. L'école, on a exactement le même problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regroupe nos enfants dans un pôle pour apporter le maximum de choses à cet enfant, pour le bien-être, ne pas leur faire passer un temps fou dans le transport. Vous voyez, avec les contraintes de transport. Avec les contraintes du transport, c'est ça le problème. Oui. Oui. Et alors après, nous avons une contrainte, nous, qui nous tombe sur la tête, parce qu'on nous a déjà avertis, c'est le financier. Et le financier, les communes rurales, comme les grosses communes d'ailleurs, vont avoir des soucis. Eh oui, déjà, il y en a quand même. Il y en a déjà beaucoup. J'ai pu rencontrer monsieur le président du Conseil général des Vosges, monsieur Poncelet, qui me disait 60% des communes en France sont en situation financière très, très délicate, même de non-paiement, clairement, il faut se le dire. Donc, ça, c'est quand même inquiétant. Alors, du côté de l'ordre des pharmaciens... je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas de préoccupation en Lorraine. Si, il y a des préoccupations en Lorraine. On est très inégalement logés en Lorraine. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de la Lorraine, alors notamment Moi, je suis sur la Meuse. Et Vosges, un peu plus compliqué à gérer, mais aussi en Meurthe-et-Moselle. Oui. Vous avez le sillon lorrain, mais quand vous vous écartez un peu, on sait qu'il y a des communes qui sont fragilisées. L'ordre a identifié clairement toutes les pharmacies qui sont en situation fragile. Ce sont toutes les pharmacies qui sont situées dans des petites communes où il n'y a plus qu'un seul prescripteur qui va partir à la retraite et qui probablement ne trouvera pas de successeur. Et ces pharmacies-là, elles n'ont pas d'avenir. Sans prescripteur, un pharmacien ne survit pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés financières déjà quand on a des prescripteurs, donc a fortiori quand on n'en a plus. Donc ça, c'est une chose importante parce qu'on est en train de payer les erreurs du passé. On a voulu des pharmacies un petit peu partout. On a eu des tas de créations par voie dérogatoire à une période où la loi l'autorisait. Et la voie dérogatoire, elle veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire c'était des dérogations qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont des officines qui sont en surnombre. Oui, on a mis en place un numerus clausus déjà depuis plusieurs années. Oui, mais on avait déjà ce numerus clausus quand on a fait ces créations par voie dérogatoire qui aujourd'hui ne peuvent plus se faire. Et d'ailleurs, les créations sont complètement gelées aujourd'hui. C'est-à-dire que pratiquement, il n'y a plus de création. Il n'y a plus que des transferts, là où il y a nécessité de reprendre une pharmacie qui est dans un territoire où la population s'est effondrée pour aller remettre cette pharmacie dans un territoire où une population prospère. Et on le voit notamment, par exemple, à Paris, où les pharmacies du centre de Paris vont aller un petit peu dans la périphérie de la banlieue parisienne qui, elle, augmente en nombre d'habitants, ce qui n'est pas du tout le cas de Paris. Alors déjà, actuellement, c'est difficile de transférer
une pharmacie, parce que on parle en millions d'euros, il faut le dire. Mais d'un autre côté, il y a de nouvelles législations qui sont mises en place, et notamment par rapport à l'endettement et par rapport au fonds personnel d'apport pour pouvoir acheter une pharmacie. Oui. Alors, ça cause problème aussi. Aujourd'hui, de toute façon, il est de plus en plus difficile de s'installer parce que la situation financière de l'officine est beaucoup plus délicate qu'il y a quelques années. Donc les banques ne prête pas aussi facilement. Donc, un pharmacien qui veut vendre son officine, s'il ne présente pas un bilan qui tient bien la route, eh bien, il ne va pas trouver d'acquéreur, parce que l'acquéreur qui aura de l'argent, de toute façon, ne va pas aller acheter une officine qui est en perte de vitesse. Et celui qui n'a pas d'argent, le banquier ne prêtera pas. Donc, en fait, on identifie clairement beaucoup de pharmacies très fragilisées, et on a de plus en plus de pharmaciens qui n'arrivent plus à vendre. Moi, je suis administrateur de notre caisse d'assurance vieillesse. Entre le moment où un pharmacien commence à se renseigner sur sa retraite, voir comment il va liquider sa retraite, eh bien, le temps entre ce moment où il se renseigne et le moment où il vend effectivement a tendance à s'allonger considérablement, et ça sur toute la France. Il était de combien en moyenne, on va dire, il y a une dizaine d'années. Dès qu'il soit décédé, il vendait dans l'année, les 2 années, le temps de faire Aujourd'hui, il faut attendre, et quelquefois, ils sont obligés de fermer et de rendre leur licence. On a de plus en plus de situations où le pharmacien rend sa licence, ou alors il vend à ses confrères. Alors, c'est-à-dire qu'il rend la licence, c'est-à-dire qu'à l'ordre, il rend la licence à l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Il rend sa licence il ferme la boutique, quoi. Il ferme tout simplement. Moi, j'ai de plus en plus de confrères qui m'appellent en disant: je ne réussis pas à vendre mon officine, j'étais seule dans une commune, et on va avoir effectivement des communes qui n'auront plus de pharmacie. D'où l'importance de ne pas créer des pôles de santé, ou en tout cas inscrire des pharmaciens, des médecins dans des endroits où il n'y a pas de pharmacie. Déjà, mettons-les là où il y a des pharmacies. Il y a quand même, de toute façon, les pharmacies, elles sont géographiquement bien réparties, puisque, comme vous l'avez dit, il y a des règles d'installation qui nous encadrent, ce qui n'est pas du tout le cas des autres professions de santé. Alors, mais là où il y a une pharmacie, c'est parce qu'il y a de la population. N'est-il pas intéressant de mettre en place certaines normes aussi pour les médecins? Parlons-en, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, et là je sais que dans nos éditrices, nos éditeurs, je vous vois sourire déjà, nous avons des médecins, il y en a certains qui vont bondir, mais parlons-en. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une certaine coercition en disant, voilà docteur, il faut que tu viennes pendant un certain temps dans cette zone désertifiée, que ce soit les jeunes, que ce soit... et on en parlera des solutions. Je ne vais pas me prononcer sur ce que doivent faire ou ne pas faire les médecins, je pense que ce n'est pas mon rôle. Oui, mais c'est une réflexion économique et globale. Je dis juste que les règles d'installation des pharmaciens a fait ses preuves. Ces règles, elles font leurs preuves au quotidien. C'est-à-dire qu'on avait une belle répartition sur le territoire, on conserve une belle répartition sur le territoire. Donc on peut prendre acte que ces règles sont quand même, pour l'intérêt de la santé publique, satisfaisantes. Après, je pense que pour les médecins, il y a d'autres, pour avoir souvent défendu le modèle que les règles d'installation seraient bien aussi, je pense qu'ils ont d'autres contraintes, et qu'aujourd'hui, il ne m'appartient pas de dire s'ils ont raison ou tort. Je dis juste que chez nous, les pharmaciens, c'est bien, et ça a aussi l'avantage, alors même si je viens de vous dire que c'est difficile de vendre son officine parfois, mais quand même, ça donne aussi une valeur à la licence de pharmacie, elle a une valeur. Et peut-être qu'aussi les médecins avaient des règles d'installation, peut-être qu'ils vendraient plus volontiers leur cabinet médical, parce que du coup, il y aurait des règles d'installation aussi. Mais je me permets pas de juger si c'est bien ou pas bien. Je dis juste que les pharmaciens, je pense que ces règles sont vraiment bienvenues, et nous, de toute façon, on défend ces règles d'installation parce qu'on pense qu'elles ont vraiment un intérêt pour la population. Alors moi je tiens à rappeler un chiffre qui est quand même important. Un médecin, la moyenne nationale, ce sont les chiffres que j'ai eus par certains organismes, et notamment par l'ordre des pharmaciens et les différents syndicats. La moyenne nationale de prescription à un médecin généraliste, c'est 250 000 €. Alors moi j'ai dans je veux dire, nos contacts des pharmaciens qui sont sur une commune, il y a un seul médecin, il y a du travail par-dessus la tête, ça déborde largement. Mais la moyenne nationale, c'est ça. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, 60% des pharmaciens en France, ça, c'est pas mon chiffre à moi, c'est pareil, c'est sur notamment le quotidien du pharmacien. 60% des pharmaciens en France sont en situation financière
très difficile, je veux dire pratiquement au point de non-retour en redressement judiciaire. D'ailleurs, je connais avec notre cabinet de recrutement des pharmaciens qui nous ont appelés en disant voilà, on est en situation difficile. Voilà. Je vous confirme, puisque l'ordre est chargé par le législateur d'accompagner ces procédures de redressement lorsqu'il y a des difficultés financières, et c'est toujours très délicat, et on en a de plus en plus effectivement, donc c'est quelque chose qui forcément nous préoccupe, et pour le coup on n'a pas trop la main, parce que c'est le résultat d'un certain nombre de mesures pour essayer de contraindre un petit peu les dépenses de santé, et on sait qu'elles sont préoccupantes aussi, donc il n'y a pas de règle absolue. Encore une fois, je crois qu'on a commis des erreurs autrefois, on les paye un petit peu, toutes ces pharmacies qu'on a créées par voie dérogatoire. On a des communes, même à Nancy, on a je ne sais plus combien exactement de communes en surnombre, mais Épinal, on a pratiquement une commune sur 2 qui en surnombre par rapport au quota qu'il faudrait aujourd'hui. Alors, on va en venir justement, puisque nous sommes dans la finance, continuons avec le président, M. Ignaud Bazarin. Je vais vous citer un exemple tout bête. Moi, je suis en train de monter une boulangerie sur ma commune. Oui. Ça n'a rien à voir avec une pharmacie, vous allez me dire, mais c'est important. Oui, mais c'est un service de proximité indispensable. Voilà, c'est un service de proximité, ça fait 2 ans qu'on y travaille. Eh oui. Ça fait 2 ans, et je peux vous dire que pour arriver, et c'est là je rejoins Madame Durand sur ce domaine-là, il a fallu franchement jouer des coudes pour arriver à monter ce projet, et pourtant j'ai un boulanger qui veut absolument travailler, qui veut faire un habitant, qui veut faire quelque chose. C'est la mairie qui va investir pour mettre en place, et on va louer le local. Voilà. Donc là... et il y a de plus en plus de communes qui le font, ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, parce que par rapport aux maisons médicales, c'est exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les mairies qui soient porteurs du projet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument faire attention à l'emplacement. Bon, l'exemple de la boulangerie et du pharmacien, du médecin, je dirais, n'est pas tout à fait le même, mais est un service à la population, surtout dans les campagnes. Et c'est ce que nous avons, nous, besoin aujourd'hui d'apporter en plus. Alors, c'est un travail que je dirais, moi, qui doit être fait en collaboration avec les communautés de communes, et disons, mais qu'on ne mette pas 10 ans pour arriver à avancer quelque chose. Alors le gros frein que l'on a aujourd'hui, nous, campagne, je vais vous donner qu'un chiffre. Oui. Aujourd'hui, la dotation de fonctionnement des communes rurales, qui est simple, c'est ce qui nous permet de travailler, ce qui nous permet d'avancer, eh bien on est à 58 € par habitant. Et quand vous prenez une ville comme Nancy, eh bien ils sont à 140. D'accord, pratiquement le triple. Alors, plus du double. Pour monter un pôle de santé, c'est quand même pas facile. Qu'en pensez-vous, M. Bazarin ? Pour monter un pôle de santé, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut étudier d'une façon rapide et mettre tout le monde autour de la table. C'est-à-dire qu'un pôle de santé, on ne peut pas monter tout seul, maire d'une commune, et dire je vais ouvrir un pôle de santé. On sait que si on n'a pas tous les acteurs autour de la table pour pouvoir contribuer et travailler ensemble, c'est voué à l'échec. Donc moi je pense que déjà d'une part, pour faire quelque chose, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Mais je ne dirais pas, il ne faut pas mettre 10 ans parce que ça ne sert à rien. Au bout de 10 ans, ça ne fonctionnerait plus. Mais disons de faire une étude qui aille très très vite, mais surtout de travailler en bonne collaboration avec les médecins, avec les pharmaciens, avec les infirmiers, avec tout cet ordre. Alors, il y a une chose qui est importante justement pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est de leur expliquer un petit peu comment que ça se passe. Parce qu'ils se disent, un pôle de santé, attends, c'est quand même pas si compliqué que ça. On fait une étude, après on met une maison de la santé, un mini hôpital, vais-je dire. On trouve 2 médecins, un kiné, un infirmier, et roulons ensemble. Mais il y a une chose qui est compliquée à mettre en place. Il y a la partie d'études, mais la partie financement. Et justement, aujourd'hui, pour monter un pôle de santé, pour que les fonds publics soient partie prenante, il faut qu'il y ait une association avec minimum 2 médecins. C'est bien ça. Tout à fait, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs, c'est-à-dire les médecins, pharmaciens ou dentistes ou disons dans d'autres choses. Mais on ne peut pas monter un pôle de santé qu'avec une seule personne, c'est pas possible. On n'aura pas les finances et la commune ne pourra pas financer non plus, ne pourra pas faire d'emprunt, ne pourra pas partir. Dedans. Alors, voilà. Pour quelle raison ne pas... Alors, il y a la deuxième partie qui est qu'avec des fonds privés, allons-nous dire. Alors, les fonds privés, je dirais qu'aujourd'hui, il faut les trouver. Si les fonds se trouvaient aussi facilement, on n'aurait pas lieu de partir à monter des maisons de santé. C'est-à-dire qu'elles se monteraient toutes seules. Bon, il y a eu certaines maisons de santé, de groupements de médecins, je dirais, pas de maisons de santé. Pour moi, une maison de santé, il faut qu'on arrive à offrir le maximum de choses dans un même lieu.
avec une même personne pour les rendez-vous, avec une même chose, disons, comment dirais-je, de regrouper, disons, je prends l'exemple de la communauté de communes. Une communauté de communes, c'est de pouvoir financer des choses qu'on ne peut pas financer tout seul. Bon, une maison médicale, moi je dirais que c'est exactement pareil, il faut qu'on regroupe tous les partenaires pour que ça puisse fonctionner d'une façon sérieuse et qu'on puisse apporter les services autour, parce que la maison de santé, si elle est toute seule en race campagne, il faut qu'on puisse y accéder. Et donc, il faut qu'on apporte les services. Donc, c'est là où je dis le travail est important dans l'ensemble de la commune ou de la communauté de communes. Ça peut être porteur par la communauté de communes, parce que je dirais que si on met le transport tout seul, on ne pourra pas. Donc, il faut qu'on ait quelque chose qui aille bien. Beaucoup de communautés de communes étudient de faire du transport à la demande. Donc, les études sont en train de se faire. Mais là également, on va se trouver devant des coûts financiers qui sont énormes parce que les frais de fonctionnement, on les rentre pas comme ça. Oui, mais il y a des engagements, par exemple, des organismes comme la caisse primaire d'assurance maladie, de prise en charge des transports, des choses comme ça. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent quand même en situation de solitude, je veux dire, écartés des soins. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Durand ? Alors, oui, c'est vrai que dans les maisons de santé, on l'a dit, parce que la pharmacie, vous êtes les premiers concernés. Ça peut être des fonds privés. Et d'ailleurs, on a quelques confrères qui se sont lancés, effectivement, pour essayer d'assurer la pérennité de leur outil de travail, qui est leur pharmacie. Ils ont décidé de retrousser les manches et surtout de mettre la main à la poche pour finalement créer une maison de santé dans leur commune afin d'attirer des professionnels de santé, notamment des médecins, mais aussi des infirmiers, des kinés, des dentistes, pédicures, podologues et autres professionnels de santé. Et l'intérêt, c'est d'avoir une attractivité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez, on parlait tout à l'heure des règles d'installation des médecins. Mais aujourd'hui, les jeunes médecins, quand vous discutez avec eux, ils ne veulent plus exercer seuls. Ils ne veulent plus exercer selon le modèle de certains médecins qui sont encore en activité, mais qui sont proches de la retraite, qui font des heures pas possibles, etc. La jeunesse ne veut plus de ça. Il y a une évolution, c'est certain. Il y a une évolution sociétale. Et en plus, ils veulent être en salarié, de plus en plus. Pas forcément salariés, mais ils veulent une qualité de vie, ils veulent pouvoir avoir leur week-end, ils veulent pouvoir s'occuper de leur famille. C'est légitime, c'est normal. Je pense qu'on a, et peut-être, alors aussi, la féminisation de nos professions n'est pas étrangère à ce mouvement. Bien sûr. Mais pas que. Les jeunes confrères hommes ont cette même envie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes papas ont envie de s'occuper de leurs jeunes enfants et les jeunes mamans aussi, et donc les couples travaillent à deux, donc il faut trouver un compromis, un équilibre dans la vie familiale, dans la cellule familiale, et ça passe par un petit peu plus de temps libre. L'effet 35 heures, il s'est fait ressentir aussi dans nos professions libérales. Bien sûr qu'on travaille pas 35 heures, c'est à mon avis, moi je dis aux jeunes quand je les rencontre, ne comptez pas travailler 35 heures si vous vous installez, sinon ne vous installez pas. Vous allez, si vous n'avez pas envie de travailler plus de 35 heures, il ne faut pas vous installer. Mais en revanche, on trouvera quand même de moins en moins de professionnels de santé qui vont travailler 70 heures, comme on le voit encore fréquemment chez les médecins et même chez les confrères. Est-ce que ce ne serait pas une piste à exploiter d'avoir, je veux dire, des centres de santé où les personnes reconnues qui puissent percevoir, je veux dire, des honoraires, et que dedans, ces professionnels soient salariés. Celui qui veut être en salarié, il est en salarié, celui qui est en libéral, de faire à la carte. Moi, c'est ce que je reprends un peu dans mon ouvrage sur le de votre santé. Moi, je suis très attachée au modèle libéral parce que je pense que quand on travaille pour soi, nous on est très attachés déjà, ne serait-ce qu'à la propriété de l'outil de travail du pharmacien. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'un pharmacien ne soit pas sous l'emprise d'un financeur. Oui. Et dès l'instant où vous allez être salarié, ça devient difficile aujourd'hui, vu les vous fonds, allez être forcément, vous risquez d'être sous l'emprise d'un financeur, et on le voit au travers de certains montages avec des groupements de pharmaciens qui financent finalement indirectement, mais pour lequel on n'a pas toutes les preuves que c'est financé par ailleurs, mais on sent bien que certains jeunes confrères n'ont plus l'indépendance financière et ne peuvent pas exercer leur profession avec toute la liberté qu'on le souhaiterait. Donc, c'est très important. Nous, on est très attachés au modèle libéral parce que ça permet à chaque professionnel de se retrouver en face de ses responsabilités à la fois financières et professionnelles. Et la garantie de la santé publique, moi, à mon sens, elle est vraiment très liée à ce modèle-là. Il faut essayer de le faire perdurer. Il y a des modèles ailleurs, dans d'autres pays européens, où on a voulu faire du salariat.
C'est des modèles, on en a parlé hier soir. Sur quel pays, par exemple? Dans les pays nordiques. Notamment Suède, et ça marche pas forcément toujours bien. Donc, je pense, mais là, les médecins seraient plus à même d'y répondre, mais le fait d'être à son compte a quand même une emprise sur l'exercice professionnel. Alors, moi, je voudrais revenir... Oui, allez-y, je voudrais vous approuver ce que vous venez de dire. Parce que dans la mesure où on met des salariés, vous savez comme moi que la loi aujourd'hui vous oblige à faire 35 heures. Et si vous voulez faire 70 heures, vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, vous allez... C'est créateur d'emploi, je mets à ce moment-là 2 personnes. Ah oui, non, mais le créateur d'emploi, quand vous avez 2 associés qui travaillent, libéraux qui travaillent ensemble, ils peuvent faire 70 heures. Bien sûr. La loi ne les empêche pas. Heureusement, je dirais, parce que la connerie qu'il y a eu de fait en France, c'est 35 heures. Ces 35 heures limitent les salariés. Vous, en tant qu'employeur dans votre pharmacie, vous êtes coincé par rapport aux personnes que vous embauchez. Ils sont à 35 heures également. Donc, vous avez peut-être des choses où après vous jouez sur des heures supplémentaires, sur des choses qui sont différentes. En fait, je pense qu'effectivement, dans nos professions, il y a à la fois le titulaire qui, lui, est en libéral et le salarié. C'est un choix de chacun que l'on fait, un choix de vie. En revanche, pour le médecin, être salarié, je ne sais pas, pourquoi pas. Simplement, quand on a, par exemple, un pharmacien titulaire, si on a des gardes à faire, la plupart d'entre nous, on fait nous-mêmes nos gardes, parce que sinon, comment rémunérer une astreinte, etc. Donc, on ne compte pas nos heures, mais on travaille pour nous, on sait qu'on est... Bien sûr. Je veux dire, c'est le libéral, c'est le statut du libéral qui a ses avantages et ses inconvénients, on le sait aussi. Comme c'est un choix. Activité. Moi, je pense qu'il ne faut jamais penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut savourer ce qu'on a et on choisit. Je pense que certains confrères préfèrent être salariés. Ils ont cette possibilité-là aujourd'hui. Chez les médecins aussi, si vous voulez être salarié, vous pouvez travailler à l'hôpital. C'est un choix de vie. Mais je pense que le modèle libéral pour la médecine générale... Il y a même des mairies qui recrutent des médecins en salariés. Bien sûr. Par exemple, le cas de la Ferté-Bernard qui ont repris le rapport que j'avais présenté en mai 2009 au Sénat. Et bon, c'est pas évident à gérer. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. J'ai un collègue qui a voulu mettre ça en place. Avec un médecin qui vient de Roumanie, je crois. Ma mémoire est bonne, pour arriver à finaliser ce cas-là, il n'y arrivera pas. Parce que ça devient un coût énorme. C'est-à-dire que le médecin, il faut lui mettre un salaire, il faut lui fournir une voiture, il faut lui fournir un local. Donc vous voyez le coût que le contribuable va arriver à faire. Mais si à l'autre côté, il y a des prescriptions. Moi, je suis persuadée que si nous étions tous salariés, ça coûterait énormément plus cher. Moi, je pense que ramener nos salaires, notre travail à un salaire horaire, nous ne sommes pas aussi nantis que l'on le paraît. On est nantis parce qu'on ne compte pas nos heures. Si on faisait faire le même nombre à un salarié d'heures, je pense qu'il gagnerait peut-être mieux sa vie que nous. Mais encore une fois, moi, je ne me plains pas. Je dis juste attention au modèle qu'on veut adapter ou adopter plutôt, parce qu'il y a un coût derrière qui est, à mon avis, sous-estimé si on salariait les professionnels de santé. Et puis moi, je pense aussi une chose, il y a pas longtemps, j'ai écrit un article justement sur les problématiques des pharmacies, parce que je m'intègre et je m'intéresse énormément à ces problématiques de la santé. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que quand on rentre une officine, on voit un petit peu, je veux dire, les rayonnages, on voit tous ces médicaments. On se dit, dis donc, le pharmacien... il doit bien vivre. Et puis derrière, la pharmacie, il faut qu'elle soit au goût du jour. Parce que si on rentre dans une pharmacie, je veux dire, qui n'est pas aguichante, je veux dire, attrayante, je veux dire que le cadre n'est pas, je veux dire, aux normes, parce qu'on parlera des normes 2015, ça c'est important. Et aussi, je veux dire, qu'elle fasse vendeur, ça n'incite pas les personnes à y aller. C'est pour ça d'ailleurs que les pharmaciens aujourd'hui travaillent sur de la parapharmacie, travaillent sur toute la médicalisation rapport à... Mais pas que, parce que en fait, quand on travaille dans son officine, c'est notre outil de travail. On a aussi besoin d'avoir des locaux qui sont bien adaptés, vous venez de le dire, au travail, à l'exercice professionnel. Mais surtout, on a des normes à respecter, ce qu'on appelle les conditions minimales d'installation. Et puis, c'est notre quotidien. Enfin, moi, je trouve que travailler dans des locaux qui sont propres, qui sont finalement pratiques aussi pour optimiser l'outil, il faut quand même des locaux
locaux qui soient aux normes et encore une fois avec des terroirs qui vont bien. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui sont importantes. Il n'y a pas la tentation des laboratoires justement d'approcher le pharmacien pour, essayer de le soutenir financièrement et quelque part pour faire vendre plus, quoi. Franchement, non. C'est plus ce pharmacien qui va lui choisir des gammes. Par exemple, vous venez d'évoquer la parapharmacie. Après, sur le reste, sur le médicament, bien sûr, on expose des médicaments, mais on choisit nos gammes. Et je pense que chaque pharmacien, heureusement, est encore libre de choisir les médicaments qu'il préfère référencer parce qu'il va juger que cette telle ou telle formule est la formule qu'il souhaite conseiller à ses patients. Moi, j'ai plusieurs pharmaciens qui m'ont dit, qui envisagent de développer, par exemple, des pôles de santé en disant, tiens, moi, j'ai une pharmacie, là, j'ai des surfaces qui l'ont inexploitées ou mal, je veux dire, utilisées. Je vais mettre un cabinet pour mettre un médecin ou une autre profession. Est-ce que là, derrière, il n'y a pas une crainte de créer un conflit d'intérêts en disant, il fait venir un médecin, le médecin va être obligé de prescrire un peu plus ou recommander le pharmacien. Là, comment que ça se passe? Est-ce que, je veux dire, aujourd'hui, clairement, un pharmacien peut monter ce financement, je veux dire, immobilier? Il n'y a rien qui interdit dans les textes qu'un pharmacien finance une maison de santé. Il n'y a rien dans les textes. Et de recruter. En revanche, ni de recruter. En revanche, bien sûr que les locaux des pharmaciens, mais c'est vrai aussi pour des maisons de santé qui seraient financées par les mairies ou par l'État de façon plus globale. Il ne faut jamais qu'il y ait dans les locaux, il ne faut pas qu'il y ait de communication directe entre le médecin et le pharmacien. Il y a des règles qui sont extrêmement strictes dans l'installation. Après, le financement, oui, mais c'est toujours une arme à double tranchant. Quand vous financez quelqu'un, si ça se passe bien, c'est tant mieux. Et de temps en temps, si après ça se passe mal, c'est risqué. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. On n'a pas tant de pharmaciens que ça qui acceptent, qui vont mettre des deniers personnels pour financer les maisons de santé. Ça se voit essentiellement pour l'instant dans des communes où il y a de toute façon qu'un seul pharmacien dans la commune. Donc là, on n'a pas de conflit puisque de toute façon, le pharmacien, il est seul dans la commune. Là où ça se complique, c'est quand il y a deux ou trois pharmacies, effectivement. Ou alors, mais c'est vrai aussi de temps en temps par des communes qui vont implanter un pôle de santé à un endroit et qui vont faire que ça va faire affluer les prescripteurs vers ce pôle et que des pharmacies qui sont à quelques mètres, 100 mètres de ce pôle vont voir leurs prescripteurs partir et n'auront plus de prescripteurs à proximité. Alors je rappelle que dans tout lieu public, en 2015, qui vont recevoir des personnes selon l'handicap. Alors ça, c'est important parce que quand on se dit handicapé, et je le répète à nouveau, parce que c'est pour bien faire comprendre les choses, on s'imagine c'est la chaise roulante, et puis voilà. Non, c'est tous les handicaps, et selon l'handicap, c'est-à-dire une personne qui n'est pas aveugle, seulement non-voyante, il faut que ça soit adapté. Et je prends le cas par exemple aussi, imaginons une personne qui a un accident de voiture, qui est en rééducation, il va falloir que ça soit adapté par rapport, parce que c'est un handicap, il est temporaire, il est vrai, mais il doit être adapté. Alors justement, est-ce que, première chose, les communes, par rapport à ça, ne risquent pas d'être un petit peu ennuyées, vais-je dire? Et deuxièmement, est-ce que ça ne va pas être l'occasion aussi de faire une certaine mise aux normes, c'est-à-dire écarter certains professionnels de la santé? Parce que le pharmacien, le médecin devra être aux normes, il reçoit du public. Tout à fait. Non, mais je dirais que ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est qu'en France, la norme tue la norme. Alors on se retranche derrière, c'est une norme européenne. C'est une loi européenne qui est totalement faux. C'est-à-dire que la loi européenne donne des directives, mais n'impose pas une loi, n'impose pas une norme. Par contre, elle est reprise par tous les pays, alors plus ou moins déformée, plus ou moins transformée. Mais malheureusement, chez nous, on déforme beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de financement, on oblige. Ça, c'est le côté, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple dans un village comme Amance, qui est un site bien classé. Comment vous voulez vous mettre l'église aux normes? C'est impossible. C'est impossible de la mettre aux normes. Et cette église, elle a été montée au XIe siècle. Donc vous voyez que depuis le XIe siècle, tout le monde y a pu accéder. Donc on ferme l'église. Donc on ferme l'église. Oui, non, mais aujourd'hui qu'on ferme l'église, c'est plus grave parce qu'il n'y a plus de curé. Mais je dirais que le problème est différent. Ça fait partie du patrimoine. Aussi moi je dis aujourd'hui qu'on mette une mairie en accessibilité, c'est tout à fait normal. Donc quand on reconstruit une mairie, on met en accessibilité. Quand on construit un pôle médical, on le met en accessibilité. Une pharmacie, exactement pareil. Tout ce qui se construit à l'heure actuelle. Par contre, qu'on dise aux mairies, vous avez jusqu'à 2015 à mettre en conformité tous vos bâtiments. Moi, j'ai fait l'étude chez moi. J'en ai pour 170 000 €.
D'accord. 170 000 €, c'est impossible. Donc j'ai refait, si vous aimez mieux, j'ai mis en accessibilité ma mairie, j'ai mis en accessibilité une classe, parce qu'il n'y en a besoin que d'une, sur les deux. Parce que dans la mesure où il y a un handicapé, on arrivera à répondre à la demande. Bon, aujourd'hui, mais par contre, l'église ne sera jamais en accessibilité, parce que c'est impossible. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des, sites publics qui, en 2015, ils vont se retrouver fermés, quoi, clairement. Pas fermés, je parle public. Mais parce que le maire prendra sa responsabilité lui-même. Comme aujourd'hui, le maire, on lui donne toutes les responsabilités. Vous avez eu un article de notre collègue de Bayon sur le journal qui explique bien toutes les responsabilités. Le maire, tant pis, il se retrouvera en prison, mais il va continuer à vivre et à faire vivre ses concitoyens et à apporter le maximum de choses. Donc c'est ce qu'il faut qu'on arrive un tout petit peu à mettre en phase, c'est-à-dire que la loi ne doit pas empêcher, le travail ne doit pas empêcher les choses à avancer. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis en train d'aménager ma commune en assainissement. Oui. Donc en assainissement, on déplace de la terre. De la terre, que pour arriver et commencer qu'on va en avoir besoin, j'ai fait positionner par l'entreprise certaines sur l'ancienne voie ferrée. J'ai l'ONEMA qui m'a tombé dessus en me disant « Attention, vous n'avez pas le droit de déposer de la terre parce que vous avez une zone un tout petit peu humide un peu plus loin, donc vous risquez de faire un machin. » Je suis au tribunal. Ouais. Donc vous voyez la connerie de la norme et de certaines lois en France qui empêchent de tourner en rond et de travailler. C'est-à-dire que le préfet m'oblige à mettre l'assainissement de ma commune, m'accorde plus de permis de construire si l'assainissement n'est pas fait, mais par contre, je ne peux pas stocker, il faut que je paye un coût énorme pour emmener la terre, dont je vais avoir besoin parce qu'il va falloir que je paye pour aller la rechercher. Donc je trouve ça complètement lamentable. Donc vous voyez, dans le rural, on est géré, je dirais, dans ce domaine-là. Alors, je vais être méchant, mais c'est pas grave, par des énarques qui n'ont jamais été sur le terrain. Donc, je dirais qu'il faut qu'on ait des gens qui soient sur le terrain. Moi, je ne vais pas apprendre à madame à gérer sa pharmacie. J'y connais rien. Par contre, madame viendra peut-être me dire, attention, j'ai besoin de tel aménagement pour ma pharmacie. Bien sûr. On travaillera en bonne collaboration. Mais je dis aujourd'hui, quand Paris, des énarques nous envoient des choses à faire qui sont complètement aberrantes et qui ne servent absolument à rien et qui coûtent une fortune, moi je dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nos gens, nos politiques soient sur le terrain, viennent un petit peu voir comment ça se passe et non pondre un truc qui ne marche pas. Et qui est infaisable. Et alors, au niveau des pharmaciens, comment ça va se passer, Madame Durand? Beaucoup de pharmaciens, comme tout le monde, comme tous les autres professions de santé, d'ailleurs, de façon large, tout le monde essaye de se mettre aux normes. On a énormément, nous, ces derniers temps, justement, des demandes de transfert parce que des confrères essayent de trouver des locaux ou des terrains à bâtir où ils refont du neuf pour être sûr de pouvoir se mettre aux normes parce que c'est souvent plus cher finalement de rester dans des locaux et de refaire, et quelquefois c'est même impossible. Ouais. Donc, on voit de plus en plus de pharmaciens qui demandent des transferts pour pouvoir se mettre aux normes. Après, dans l'ensemble, on a quand même beaucoup de pharmaciens qui avaient déjà anticipé ces textes. On est sûrement plus en avance que des professionnels de santé parce que souvent, nous, on est déjà en rez-de-chaussée. La difficulté, c'est sur tous les professionnels de santé qui exercent dans des étages, dans des grandes villes où il n'y a pas de locaux. Mais il y a des difficultés. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément comme simple. Paris, des zones de Paris, mais comme en province aussi, on prend Paris parce que moi, j'ai pu voir de certaines petites officines où on n'a pratiquement pas la place de se retourner dedans, ils sont appelés à disparaître. Bien sûr, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que par exemple à Paris, il y a beaucoup de pharmacies qui transfèrent justement à l'extérieur de Paris parce que de toute façon, il n'y a pas de place, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de possibilité de louer plus grand parce qu'à Paris, le mètre carré est très cher. Voilà. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait, à la limite, en milieu rural, c'est plus simple d'avoir des beaux locaux puisque le terrain n'est pas cher et après construire, c'est plus simple. En ville, c'est déjà plus compliqué. On prend l'exemple de Nancy, de Metz, les pharmacies sont beaucoup plus impactées. Alors justement, avec M. Bazarin, on parlait tout à l'heure, l'installation, il prenait le cas d'un médecin étranger, apparemment ça n'a pas pu se faire. On pourrait essayer d'en parler en antenne par rapport à ça. Mais au niveau de l'ordre des médecins, des pharmaciens, parce que je sais aussi qu'il y a une volonté, je reçois des candidatures sur notre cabinet de recrutement, de pharmaciens étrangers qui aimeraient venir s'installer en France. Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que déjà, il y en a suffisamment. Non, les pharmaciens étrangers ont le droit de venir s'installer en France dès l'instant où ils ont un diplôme reconnu, donc un diplôme européen, et qu'ils sont en capacité de parler couramment le français. Donc moi, j'ai déjà inscrit une consoeur allemande.
Là, je viens d'inscrire des jeunes Belges. Non, l'Europe est en marche. Peut-être que demain, on aura des Roumains qui viendront. Dès l'instant où ils parlent la langue française. Oui, qu'il y a un niveau de français conventionnel. Il faut pouvoir s'exprimer, et c'est une des conditions. Mais c'est la seule condition. De toute façon, le diplôme est un diplôme qui peut s'expatrier. Oui. C'est-à-dire qu'un jeune Français peut aussi aller exercer ailleurs. Oui. Donc l'inverse est vrai. C'est le monde, la mondialisation qui est en marche et faut le respecter, mais ça va dans les deux sens. Donc. Alors, y a-t-il beaucoup de pharmaciens français qui justement veulent partir à l'étranger? Notamment, je pense au Canada. Alors, Canada, oui. Alors, la difficulté, c'est de les identifier. Oui. Moi, j'identifie quelques jeunes confrères qui sont partis en Belgique, exercer en Belgique. Au Canada, il y en a probablement. Mais ça, c'est plus avec la faculté qu'il faudrait voir les diplômes. Parce que nous, au niveau de l'ordre en France, on ne connaît que le devenir de nos confrères qui sont restés en France. Oui. On n'a pas... mais quand il y a une désinscription, vous voyez quand même, je veux dire, il n'y a pas de ratio de statistiques. On connaît les inscriptions des gens qui sont en France. Oui. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a... moi, j'ai déjà... Qui désinscrivent, qui sont assez jeunes, non? Alors, quelquequement, ils ne passent même pas par une inscription en France. Quelquefois, ils partent tout de suite à la fin de leurs études. Ouais. Et là, effectivement, il y a un travail au niveau des facs, il y a une réflexion qui est faite de connaître le devenir de la profession, enfin, des diplômes de pharmaciens. Parce qu'on a des pharmaciens qui n'exercent jamais. Moi, j'ai des amis de promo qui n'ont jamais exercé la pharmacie. Qui ont fait Quel est le ratio de pharmaciennes, on peut dire, par rapport... Aujourd'hui, il est de 62% aujourd'hui qui s'installent, ce sont des femmes dans la médecin. Oui, 62% on est plutôt... et en pharmacie. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce ratio-là. On est un peu plus de 50%, on est un petit peu en dessous de 60%. Oui. Mais on sent que le mouvement va s'accélérer puisque les promos qui sortent sont de plus en plus féminines. Mais ceci dit, on a encore des jeunes... on a des garçons parce qu'il y a l'industrie pharmaceutique qui attire quand même les pharmaciens hommes. Et donc, on a quand même encore des confrères hommes. Alors, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. 1 heure, ça passe très vite, comme vous avez pu le constater. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets encore à parler. Le mot de la fin, votre conclusion, Monsieur Bazarin, ça serait laquelle? Ma conclusion, c'est que cette émission est fort intéressante et enfin, on peut s'exprimer et expliquer un petit peu les soucis que nous avons dans nos communes rurales, en ce qui me concerne. Et je dois avouer que c'est avec un grand plaisir que je suis venu. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et à vous, Madame Durand. Oui, merci beaucoup de nous avoir permis d'exprimer en fait à la fois les atouts de nos professions quand même, parce qu'on a des atouts, et puis les craintes et la perspective quand même qui n'est pas toujours simple, mais pour laquelle l'ordre met tout en œuvre pour essayer de défendre au mieux les intérêts de la santé publique. Écoutez, moi je tiens à vous remercier par rapport à ça, et puis j'espère que Libre-Échange aura une longue vie, puisque nous parlons de la santé et en ayant la santé. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine avec une autre émission Libre-Échange. Vous serez bientôt encore, je vous invite à revenir prochainement. On aura l'occasion de penser, je pense, de parler d'un autre thème. Je rappelle juste une chose, il y a un ouvrage qui s'appelle Zone rurale à votre santé. Justement, on parle de désertification médicale, dans lequel j'explique un petit peu l'historique et puis avec certaines propositions. Je vous remercie et à très bientôt. Merci. Libre-Échange, Sylvain Blondin.